Bonjour. Bienvenue à la conférence VVP-FCFA pour le Rift et les lèvres. Et comme plusieurs d'entre vous le savent, je suis Victoria S., je suis coprésidente de Pathways to Prosperity Partnership et c'est vraiment formidable de voir autant de gens aujourd'hui. Y compris des gens qui viennent à cette conférence depuis de nombreuses années et quelques nouveaux gens. Alors bienvenue. Pour poursuivre le thème des 2 jours précédents, cette conférence se concentre sur la construction de lèvres et de divisions prêtes pour l'avenir. Cela inclut la plénière où nous nous concentrerons sur des stratégies pour construire des failles et des ascensions capables de résister aux chocs de l'avenir et de prospérer. Il inclut également un hackathon cet après-midi où les équipes devront élaborer des stratégies pour relever les défis actuels et futurs auxquels le RIF est confronté. Récemment, plusieurs rapports indiquent que le Canada ne fait pas un excellent travail pour retenir les immigrants. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous en ont entendu parler. Et surtout ceux qui ont l'éducation et les compétences dont nous avons cruellement besoin. Le travail que font les LEPS et les arbitres pour promouvoir des communautés accueillantes combat le racisme et la discrimination et soutenir l'appartenance, entre autres objectifs, est essentiel pour inverser ces taux élevés de migration vers l'extérieur du Canada, comme l'un des rapports l'appelait ici pour rester. Stay, indiqué, pour rester. L'optimisme envers l'avenir et un sentiment d'appartenance sont les facteurs les plus forts qui influencent les décisions des immigrants de rester permanentement au Canada. De façon permanente, et nous apprécions tout le travail que le RIF et le LIF et le PIS accomplissent à cet égard. Juste un peu de tâches ménagères avant de commencer. Veuillez mettre vos téléphones cellulaires en mode vibration. Mais vous en aurez besoin pour Slido et pour l'interprétation simultanée qui se déroule toute la journée. Si vous devez recharger votre téléphone ou tablette. Il y a des chargeurs disponibles au comptoir d'inscription. Les toilettes sont juste en face du bureau d'inscription. La salle de méditation de prière est la même que nous utilisons depuis quelques jours. C'est la chambre 602 au niveau du sommet, qui est un étage plus haut. Et comme je l'ai dit, l'interprétation simultanée est disponible non seulement pour les activités courantes aujourd'hui qui ont lieu dans cette salle, mais aussi pour tous les ateliers et tables rondes en personne. C'est notre objectif, faire en sorte que les lèvres et la faille se parlent entre eux et puissent mieux se comprendre. Et pour les ateliers virtuels et les tables rondes, nous avons la traduction des sous-titres codés disponibles. Donc si vous n'êtes pas bilingue, s'il vous plaît, prenez des écouteurs si vous en avez besoin et utilisez l'interprétation simultanée. Notre objectif est vraiment, comme je l'ai dit, de faciliter un véritable dialogue, peu importe la langue officielle préférée des individus. Nous aimerions mentionner que tout le monde a accès aux ateliers virtuels et aux tables rondes. Que vous participiez en personne ou virtuellement. Et que les informations de connexion de la plateforme de conférence ont été envoyées à tout le monde par courriel, si vous ne les avez pas reçues. Veuillez vous adresser au comptoir d'inscription, ils pourront vous aider avec ça. Et finalement, je vois toujours des gens prendre des photos des diapositives des PowerPoints. Présentation PowerPoint. Laissez-moi juste vous rappeler que les présentations PowerPoint de la majorité des sessions sont déjà ou seront disponibles sur la plateforme de la conférence, ainsi que des vidéos de toutes les sessions communes et des ateliers et tables rondes virtuelles. Et maintenant, je passe la parole à Méditanoin. Je t'aime guidé du FCFA. Bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Méditanoin Olivier Guédé, conseiller à la direction de l'immigration de la FCFA du Canada. Je tiens à souligner que nous nous trouvons en Mi'kmaqui, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est régi par les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq, les Malécites et les Passamaquoddy ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Ces traités ne prévoyaient pas la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient plutôt les titres des Mi'kmaq et des Malécites et établissaient les bases d'une relation continue entre les nations. Nous sommes réunis ici pour la conférence VVP, la journée RIF-PLI, axée sur le thème « Bâtir des plis et des RIF prêts pour l'avenir ». La conférence permettra d'explorer les enjeux pratiques et stratégiques
permettant aux RIF et aux PLI de se préparer aux défis à venir. J'aimerais aussi rejoindre Vicky pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré avec la FCFA et VVP afin de préparer cette journée et d'en assurer la réussite. Un immense plaisir aux RIF, tous présents aujourd'hui, soit en personne ou en virtuel, pour votre engagement constant et pour avoir enrichi la programmation de cette journée d'apprentissage collectif avec des ateliers, des tables rondes, des partages de pratiques inspirantes et le leadership des groupes de hackathon qui se tiendront en français cet après-midi. Enfin, je tiens à remercier IRCC, je ne sais pas s'ils sont encore avec nous, pour son appui continu à la FCFA et à l'ensemble de nos partenaires en immigration francophone que sont les RIF, le CAIF, Comité Atlantique pour l'immigration francophone, et les CFA, et qui a rendu possible l'organisation et la mise en œuvre de cette conférence. Je voudrais à présent inviter les présidentes du panel d'ouverture, ma collègue Siem Aït Amouda, coordonnatrice des réseaux en immigration francophone à la FCFA du Canada, et Kailea Padley, gestionnaire du PLI Cap-Breton, et les panélistes à rejoindre le podium pour l'ouverture de notre première session. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue. Cette plénière d'aujourd'hui, qui s'intitule « Bâtir des plis et des RIF prêts pour l'avenir », porte sur les stratégies essentielles pour renforcer la capacité de nos réseaux à rester solides et résilients face aux transformations majeures qui touchent les migrations partout au pays. Dans un contexte de réalité qui évolue rapidement, qu'il s'agisse de changements de politique, de pression sur le système d'accueil ou de nouveaux défis en matière d'inclusion, il devient crucial de miser sur des structures robustes, des mécanismes durables et des approches innovantes. Aujourd'hui, nous mettrons en lumière des stratégies concrètes pour permettre aux RIF, mais aussi aux PLI, non seulement de faire face aux défis à venir, mais également de continuer à prospérer dans un paysage où l'immigration est en constante évolution. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kaylee Pedley. Comme Médétoan, a dit merci pour la présentation. Je viens d'Unamagi, aussi connu sous le nom d'île du Cap-Breton, ici en Nouvelle-Écosse. Je suis la gestionnaire de programme de la PLI là-bas. Donc, la plénière de ce matin s'intitule « Construire des lèvres et des variantes prêtes pour l'avenir. Considérations pratiques et stratégiques ». Vais réitérer quelques notes d'entretien juste pour m'assurer que vous êtes prêts à le faire. La plupart des plénières de ce matin. Chacun des panélistes aura environ 15 minutes pour partager sa présentation. Puis à la fin, nous aurons du temps pour des questions et des réponses. Donc, encore une fois, tout au long de la présentation, nous vous invitons à utiliser Slido pour soumettre vos questions aux panélistes. Si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui et que vous êtes nouveau sur Slido, il y a des cartes de tente sur les tables. Il y a un code QR à l'intérieur de l'ordre du jour. Pouvez-vous rendre avec le code VVP 2025 pour vous joindre si vous utilisez l'URL. Et il y aura des présentations en français et en anglais ce matin. Alors assurez-vous d'utiliser Interpréfi, comme je le ferai, si tu n'es pas bilingue et que tu as besoin de ce soutien. Pour écouter, entendre et apprendre de tous les animateurs d'aujourd'hui. Il y a aussi des écouteurs disponibles à l'inscription. Cela dit, si vous avez besoin d'écouteurs, vous pouvez aller les prendre. Et les diapositives des présentations de ce matin sont déjà sur l'application Feedloop. Donc vous pouvez y accéder pour y accéder. Maintenant, les enregistrements vidéo arriveront dans les prochains mois. Merci, Kaylee.
Un petit rappel pour le logistique. Pendant les présentations de nos 4 panélistes, nous vous encourageons à utiliser Slido pour soumettre vos questions, mais aussi pour voter sur les autres questions de vos collègues. Et puis, la période des questions-réponses commencera juste après les 4 présentations. Et puis, toutes les diapositives des 4 présentations seront mises à votre disposition sur la plateforme de Feedloop de la conférence. Ce matin, les conférenciers discuteront des stratégies futures de préparation sur plusieurs thèmes qui nous concernent vraiment. Car en tant que Riff Ellipse, ils nous aideront à envisager des stratégies pour gérer les opérations, pour la planification de la relève et la préparation à un éventuel roulement de personnel. Ils nous aideront aussi à réfléchir à la construction et au maintien des relations avec les immigrants autochtones pour l'avenir. Ils partageront leurs réflexions sur l'anticipation et la gestion des arrivées massives de réfugiés. Renforcer la communication bidirectionnelle avec les réfugiés immigrants et la Citoyenneté Canada, ainsi que des approches collaboratives pour lutter contre l'instabilité financière. Nous avons donc beaucoup à apprendre ensemble ce matin. Alors, je suis heureux de commencer à présenter nos panélistes pour aujourd'hui. Mitch Tilk est coordonnateur de programme pour le partenariat locaux d'immigration Portage la Prairie. Lisa Villeneuve est le PDG de Lisa Villeneuve Consulting et Cathy Mann est président du laboratoire de collecte de fonds. Lisa et Cathy présenteront ensemble aujourd'hui. Et pour les francophones, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Emmanuel Naimana, directeur général adjoint de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, et Michel Denis-Richard, gestionnaire du Comité atlantique sur l'immigration francophone. Bienvenue et Mitch, the floor is yours. Salut. Jetez un coup d'œil au passé. Donc si vous pouviez m'imaginer en tant que marchand du Portugal, debout dans les ports de Lisbonne au XVe siècle. Mon métier dépend de 3 choses. Je dois engager une équipe. Je dois obtenir un financement et je dois conclure des accords équitables quand j'atteins de nouvelles côtes. Les mers sont dangereuses. Mais ce sont ces arrangements terrestres qui pèsent le plus sur mes épaules. D'abord, il y a de la main-d'œuvre. Dois rassembler des hommes prêts à risquer les tempêtes, la faim et la maladie. Attendre un salaire, et à juste titre, car le travail est éprouvant. Deuxièmement, il y a un seigneur ou un noble dont la bénédiction. Et j'ai besoin d'un sac à main. Personne ne vend les sanctions du pouvoir. Troisièmement, ce sont les échanges que je dois faire dans des ports étrangers pour prospérer. Je dois rencontrer des étrangers comme des égaux, offrir ce que j'ai en échange de ce qu'ils possèdent. Mes profits dépendent de l'équilibre de ces échanges. Mais bientôt, de nouvelles façons de penser émergent parmi nous, marchands et dirigeants. Américains. Et si les anciens problèmes pouvaient être résolus non pas par l'équité, mais par l'évitement, au lieu de payer les hommes, et si leur travail pouvait être pris au lieu de négocier? Que se passerait-il si les biens d'une autre terre pouvaient être saisis, au lieu de négocier avec les seigneurs, et si la richesse pouvait être rassemblée auprès de quiconque l'avait déjà, à condition qu'ils acceptent de financer le voyage? C'est là que les graines de la colonisation prennent racine. Pour éviter des salaires équitables, l'esclavage et le travail grossier sont introduits. Pour éviter l'égalité du commerce, nous déclarons que les terres sont vides ou que les habitants sont d'une certaine manière moins que pleinement humains. Pour éviter la dépendance à un seul seigneur, les marchands et les dirigeants se tournent vers une classe croissante de financiers prêts à soutenir le pillage. Si les retours s'annoncent prometteurs, pour vivre avec ça, j'avais besoin de plus que de nouveaux arrangements. J'avais besoin de nouvelles façons de penser. La première que j'ai dû convaincre, c'était moi-même. Je devais me raconter une histoire qui rendrait le monde que je voulais naturel. Inévitable. Même juste. J'avais besoin d'un ensemble de croyances qui rendent l'exploitation logique. Bon sang. Alors j'ai créé un livre de règles qui récompense la cruauté mais la déguise en pragmatisme. Je me suis dit que ça pourrait faire le droit. Cette force est la preuve de la valeur, et la faiblesse est la preuve de l'échec. Je me suis dit que ceux qui étaient forcés à travailler méritaient leur position et que ceux qui résistaient étaient dangereux ou moins civilisés avant tout. Je me disais que tout ce que j'avais gagné, je l'avais gagné, que j'étais un homme autodidacte, pas un bénéficiaire de violence et d'un avantage hérité. De l'avantage hérité.
Ne pensez pas que ces idées viennent de la nature parce qu'il n'y a rien de naturel à croire que la domination est un destin ou que prendre plus que les autres vous rend plus digne de ces croyances. Nous sommes conçus pour que des gens comme moi puissent éviter les obligations d'équité. Ils résolvent les problèmes des marchands et des dirigeants, pas ceux de l'humanité. D'autres sociétés, que nous appellerions primitives, avaient vécu des dizaines de milliers d'années sans jamais avoir besoin de prétendre que la cupidité était une vertu. Ils ont résolu le défi de vivre ensemble sans inventer des histoires de supériorité. Ce n'est que mon monde, le monde des empires agricoles et des hiérarchies grandissantes, que de telles histoires devinrent nécessaires. Nous avions besoin d'une justification pour l'inégalité sur laquelle nous comptions. Alors nous nous sommes dit que le monde avait toujours fonctionné ainsi, que la nature humaine elle-même l'exigeait. Mais ce n'était jamais la nature humaine. C'était notre nature. Notre culture façonnée par les besoins de richesse et de conquête. Nous l'avons construite. On l'a normalisée. Et ensuite, pour cacher les empreintes digitales, nous avons insisté sur le fait que c'était simplement comme ça que la vie fonctionne. Nous avons commencé à classer les peuples du monde sur une échelle que nous avions nous-mêmes construite. Ceux qui cultivaient comme nous, qui vivaient dans des établissements permanents, qui transformaient la terre en propriété et transformaient le travail en obéissance, nous les avons rapprochés de nous. Ceux qui vivent différemment, on les place plus bas, comme si on traçait les étapes du développement d'un enfant. Cette échelle n'a pas été découverte dans la nature. Nous l'avons inventée et nous nous sommes mis au sommet avant même de commencer à grimper. Nous nous sommes dit que toutes les sociétés traversent les mêmes étapes, errance, agriculture, industrie, et que nous étions plus avancés dans l'histoire de chacun. Mais la vérité était plus simple. Les sociétés humaines ne sont pas des marches d'échelle, mais des branches d'arbres. La hiérarchie de la propriété foncière agricole de nos ranchs s'est développée dans un sens. D'autres branches. Sociétés de chasseurs-cueilleurs. Peuples pastoraux. Nations de pêche, en ont grandi une autre. Ils n'ont pas manqué de devenir nous. Ils n'ont jamais essayé de devenir nous. Ils résolvaient des problèmes différents de ceux créés par nos empires. Nous avons résolu le problème de la production de nourriture excédentaire. Ils ont résolu le problème de la distribution équitable de la nourriture. Nous avons construit des machines pour augmenter notre pouvoir sur la Terre. Ils ont construit des systèmes de relations pour empêcher l'énergie de dévorer la communauté. Nous avons accumulé de la richesse. Ils ont perfectionné l'art d'empêcher que ça s'accumule dès le départ. Quelle société, je vous le demande maintenant, a montré la plus grande sophistication? Celui qui a inventé l'inégalité. Mais celui qui a inventé des moyens de l'arrêter. Et cette même échelle tient toujours debout aujourd'hui. On le voit quand on mesure la valeur d'une personne par sa valeur nette. On le voit quand les riches sont loués comme autodidactes, comme si la fortune était la preuve de la vertu. On le voit quand la pauvreté est traitée comme un manque de caractère, plutôt que comme la conséquence d'un système conçu pour récompenser quelques-uns au détriment de plusieurs. Avec cette échelle en place, des paysages entiers, des eaux et même des gens eux-mêmes sont devenus des marchandises. Quand quelque chose devient une marchandise, son histoire est effacée. La forêt n'est plus un foyer, elle est du bois. La terre n'est plus sacrée, c'est un terrain à vendre. La personne n'est plus un voisin, mais une paire de mains mesurées par le travail qu'elle peut produire. L'effacement facilitait la justification du vol. La marchandisation facilitait la justification du profit. Ce que je ne comprenais pas alors, ce que beaucoup ne voient toujours pas aujourd'hui, est que la marchandisation n'est pas un instinct gravé dans le cœur humain. Elle s'apprend, que c'est culturel. C'est un choix. Tous les peuples sur Terre n'organisent pas leur monde de cette façon. Le nôtre a choisi de remodeler le monde pour que tout puisse être acheté, vendu et pris, puis nous nous sommes dit que c'était l'ordre naturel des choses. En vérité, les terres et les eaux que nous avons rencontrées étaient tissées dans des relations. La parenté avec la rivière, la responsabilité envers les animaux, obligation envers la forêt. Ce n'étaient pas des marchandises qui attendaient que nous fixions un prix. Ils faisaient partie d'un monde vivant où les gens étaient des gardiens, pas des propriétaires. Mais ma société ne pouvait pas comprendre la valeur sans propriété, et ne pouvait pas comprendre la propriété sans le droit d'extraction. Une fois que nous avons rompu ces relations, le bois est devenu du bois. L'eau est devenue une ressource, et la personne est devenue le travail, mesuré non en dignité, mais en production. Une fois que tu retires la relation, vous enlevez la responsabilité. Une fois la responsabilité disparue, les limites aussi disparaissent, et une fois les limites disparues, le profit devient la seule boussole qui compte. Je ne prétendrai pas que sinon. Contrarie. Ça convenait parfaitement aux marchands comme moi, le profit au-dessus des gens n'était pas une loi naturelle. C'était une règle dont nous avions besoin pour prospérer. Nous avons construit des marchés où les êtres humains pouvaient être échangés. Nous avons créé des registres où des écosystèmes entiers pouvaient être valorisés en pièces. Une fois que tout avait son prix, il devenait plus facile de prétendre qu'une chose ou une personne n'avait aucune valeur si nous refusions de la payer. Si vous pensez que cette logique a disparu avec l'ère des navires en bois, regardez le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. La terre est échangée comme de la monnaie. L'eau est emballée comme un produit. Les êtres humains sont gérés comme des ressources. Des communautés entières sont mesurées en termes de productivité économique.
Comme si le seul mot que la personne possède était ce qu'elle peut gagner pour quelqu'un d'autre. En tant que marchand qui a profité de tout cela, je dois avouer quelque chose. Je craignais une chose avant tout. Démocratie. Des hommes comme moi craignaient la majorité. Nous craignons la prise de décision collective et pas le genre poli dont vous parlez aujourd'hui, mais celle brute où les gens ordinaires insistent pour façonner les conditions de leur propre vie. Pourquoi? Parce que le monde d'où je viens a été construit sur la hiérarchie. Non pas parce que la hiérarchie est naturelle, mais parce qu'elle est utile à ceux qui détiennent déjà le pouvoir. Dans les empires agricoles, celui qui contrôle la terre contrôle la nourriture. Celui qui contrôle la nourriture contrôle les gens. Quelqu'un possède, quelqu'un loue, quelqu'un travaille, quelqu'un festoie, et quelqu'un d'autre meurt de faim. Un équipage qui parle collectivement devient plus difficile à exploiter. Une nation qui se gouverne elle-même devient plus difficile à conquérir. Une communauté qui décide ensemble devient plus difficile à manipuler. J'avais besoin d'un monde où les décisions étaient prises par une poignée d'hommes. Seigneur, marchand, financier, parce que c'était le monde où ma fortune pouvait grandir. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, et ce que beaucoup ne comprennent toujours pas aujourd'hui, c'est que la hiérarchie n'est pas la condition par défaut de l'humanité. C'est simplement la structure que les sociétés agricoles trouvaient pratique. Il y avait d'autres mondes, vastes et durables, qui résolvaient les défis de la vie sans construire des pyramides de pouvoir. Les sociétés de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs et voyageurs ne dépendaient pas des terres accumulées. Leurs innovations étaient des technologies sociales, des systèmes qui empêchaient l'accumulation compulsive, décourageaient la domination et s'assuraient que la volonté de personne ne pouvait l'emporter sur le bien-être de la communauté. Nous nous croyions plus avancés parce que nous pouvions plier la terre à notre volonté. Mais ils avaient maîtrisé quelque chose que nous ne pouvions pas. Comment vivre sans laisser la richesse et donc le pouvoir s'accumuler comme du poison? Si le consentement des gens avait été requis à chaque étape, la colonisation aurait-elle suivi la même voie? Si les travailleurs avaient le pouvoir d'exiger un salaire équitable, si les nations autochtones avaient été respectées dans leurs droits collectifs, pour décider de leur avenir, si le flux de financement était soumis à un choix démocratique, alors peut-être que ce cycle d'exploitation ne se serait pas répété à l'infini. L'antidote à ce dont j'ai tiré profit? Et ce que je redoutais le plus en tant que marchand, c'est le même antidote. Beaucoup de choses qui nous troublent encore aujourd'hui. Plus de démocratie? Ce n'est pas seulement de l'histoire. Ces valeurs façonnent le monde dans lequel vous vivez. Tu les portes encore, souvent sans t'en rendre compte. On mesure la valeur en termes d'argent plutôt qu'en dignité. Le pouvoir de l'arbre comme preuve de justesse. Vous célébrez le gain personnel au-dessus du soin collectif. Ce sont les traces culturelles du colonialisme. Elles deviennent si familières qu'on les reconnaît à peine comme valeurs. Vous les traitez comme du gros bon sens. Comme s'il y avait des lois de la nature plutôt que des inventions de mon époque. Quand on suppose que les humains doivent être compétitifs, c'est mon monde quand on entend qu'un travailleur doit gagner sa vie. C'est une personne, qu'une personne doit prouver sa valeur par la productivité. C'est mon monde. Et quand les riches disent qu'ils sont riches parce qu'ils le méritent davantage, c'est mon monde. Ce n'est pas la nature humaine. C'est un héritage culturel du colonialisme et du capitalisme conçu comme la nature humaine. Si nous avons grandi dans une colonie, alors la colonie a aussi grandi en nous, transmise de génération en génération jusqu'à ce que cela devienne du bon sens. Et si ces valeurs ont pris racine par la conquête, elles ne peuvent être annulées par des excuses seules. Avant la réconciliation, il doit y avoir une décolonisation. Le déracinement délibéré des valeurs imposées par mon monde et la redécouverte des valeurs que tes ancêtres ont autrefois vécues sur cette terre. La décolonisation n'est pas simplement la restitution de terre ou la réécriture des lois, même si ces éléments comptent. C'est le retour de la perspective. C'est apprendre à nouveau que le pouvoir n'a pas besoin d'être arrangé comme une pyramide. C'est se rappeler que les sociétés peuvent être bâties sur le consentement plutôt que sur la coercition, sur la réciprocité plutôt que sur l'extraction, sur la relation plutôt que sur la propriété. Les nations autochtones que nous avons rencontrées n'étaient pas désorganisées parce qu'elles manquaient de rois. Elles étaient décentralisées parce qu'elles comprenaient que la concentration du pouvoir est à la racine du déséquilibre. La gouvernance était sophistiquée. Cela demandait de la participation, de l'écoute, et l'unité entre plusieurs voix. Les décisions se prenaient en cercle, pas sur les trônes. L'autorité se gagnait par le service, pas par la conquête. Alors que ma société mesurait le progrès selon ce qu'elle pouvait contrôler. Leur progrès mesuré par la capacité à maintenir l'équilibre. Là où nous cultivions le surplus pour enrichir quelques-uns, ils redistribuaient la richesse pour soutenir la majorité. Là où nous cherchions la propriété, ils pratiquaient la gestion responsable. Là où nous valorisons la domination, ils valorisaient l'harmonie. Ce sont des technologies de relations, affinées au fil des millénaires pour éviter les inégalités mêmes dont mon monde dépend. Les qualités mêmes qui nous effraient le plus, le refus de tes ancêtres d'être gouvernés par un roi,
leur insistance sur le consensus, leur engagement envers la réciprocité, n'étaient pas des signes de primitivité, c'étaient des signes de maturité. Un empire, c'est une chose affamée, ça doit se nourrir de quelqu'un. Nos sociétés sont devenues grandes et puissantes. Mais elles sont devenues fragiles. Les nations autochtones que nous avons essayé d'effacer avaient construit quelque chose de différent. Ils portaient des connaissances qui avançaient non par la conquête, mais par continuité. Les sociétés conçues où la richesse ne pouvait pas s'accumuler dangereusement entre les mains de quelques-uns parce qu'elle circulait vers l'extérieur. Ils ont créé des modes de vie où la terre n'avait pas besoin d'être soumise parce qu'elle était considérée comme un parent, non comme un adversaire. À quoi nous attendons-nous aujourd'hui? Perturbations climatiques, effondrement écologique, inégalités qui dégénèrent, solitude, déconnexion. Quoi? Des communautés effilochées par la compétition et épuisées par l'épuisement. Ce ne sont pas des échecs mystérieux, ce sont des conséquences prévisibles de valeur. Mon monde. Domination élevée. Extraction, individualisme, accumulation et quelle réponse ces crises requièrent? Les principes mêmes que nous avons rejetés. La réciprocité, la retenue, la gouvernance partagée, l'équilibre avec le monde naturel, et la compréhension que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle peut extraire, mais à la façon dont elle contribue au bien-être du cercle. À mon époque, nous avons examiné les sociétés autochtones et constaté un manque de technologie, parce que nous avons confondu les machines avec le seul type d'innovation qui comptait. Soyez vos ancêtres ici qui ont perfectionné un autre type de technologie, la technologie de l'appartenance. Ils ont appris comment maintenir une communauté unie, comment empêcher le pouvoir de se calcifier ou vivre sur une terre sans l'épuiser. Nous utilisons la logique vampire. Ils utilisent la logique du cercle. Si vous cherchez une voie à travers les tempêtes que vous affrontez actuellement, si vous cherchez une société qui ne s'effondre pas sous le poids de son propre appétit, alors ne regardez pas vers l'héritage d'hommes comme moi. Regardez la sagesse qui a survécu malgré nous. Regardez les cultures qui comprenaient que l'harmonie n'est pas de la naïveté mais de l'intelligence. Que la retenue n'est pas de la faiblesse mais de la discipline. Que la générosité n'est pas de la charité mais de la gouvernance. Que l'appartenance n'est pas de la nostalgie mais de l'infrastructure. L'avenir que vous espérez ne sera pas construit en perfectionnant les outils de mon monde. Sera construit en récupérant ceux que nous avons essayé de détruire. Le cercle perdure. L'Empire ne le fait pas. Les choix devant lui n'étaient pas théoriques. Il façonne chaque conversation que vous avez, chaque système que vous maintenez, chaque nouveau venu que vous accueillez dans ces terres. Tant que les valeurs de mon monde restent inexplorées, elles continuent de gouverner les structures dans lesquelles vous travaillez. Les nouveaux arrivants arrivent dans des systèmes bâtis sur la logique des empires, de la compétition, de la hiérarchie, de la rareté. Et à moins de nommer ces forces, vous risquez de les inviter à rejoindre les schémas de domination que votre société cherche désormais à défaire. Si tu veux emprunter un chemin différent, tu dois apprendre les vérités que mon monde refusait de voir. Cette appartenance se crée par la relation. Cette dignité ne se mérite pas, mais honore. Et qu'aucune communauté plus ancienne et nouvellement arrivée ne trouvera sa place ici à moins que le cercle ne soit élargi pour les inclure tous. Tout cela est important pour le travail de colonisation. Car les nouveaux arrivants ne marchent pas sur une toile blanche. L'extraction. La compétition, l'individualisme et la croyance que le mode de vie de la culture dominante est le chemin par défaut que tout le monde devrait emprunter. Si nous ne comprenons pas ces forces, nous les reproduirons. Si nous ne comprenons pas l'histoire de effacement, nous pourrions involontairement demander aux nouveaux venus d'y participer. Si nous ne comprenons pas les visions du monde autochtone, nous ne pouvons pas aider les nouveaux arrivants à bâtir de vraies relations avec les premiers peuples de ces terres. En tant que lèvres dont le but est de bâtir des communautés accueillantes, nous devons voir l'eau dans laquelle nous nageons. Nous devons nommer les hypothèses coloniales qui façonnent encore nos systèmes et offrir aux nouveaux arrivants quelque chose de plus honnête que des séances d'orientation qui ignorent les premiers gardiens de cet endroit. La décolonisation n'est pas un projet séparé de la colonisation. Elle en est la fondation. Si nous voulons que les nouveaux venus participent à la réconciliation, qu'ils bâtissent de bonnes relations ici et comprennent les responsabilités de vivre sur des terres autochtones, alors nous devons nous-mêmes comprendre l'ADN culturel de ce pays. Autant les parties dommageables que celles dont on peut apprendre. Si nous voulons bâtir une communauté où tout le monde appartient, alors nous devons apprendre des sociétés qui ont mieux compris l'appartenance que ce monde des marchands ne l'a jamais fait. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est le cœur pratique de la construction communautaire au Canada aujourd'hui. C'est l'œuvre des lèvres, et c'est le chemin vers la réconciliation qui est réelle, partagée et vivant ensemble. Merci. Merci Mitch. Merci de nous avoir apporté un peu d'ancrage. De nous rappeler qu'il faut apprendre du passé avant de pouvoir parler de la préparation pour l'avenir. En tant que Lèvres et F, notre prochain panéliste va porter notre attention sur la façon dont nous nous préparons à l'avenir des nouveaux arrivants francophones dans le Canada atlantique. En finançant, en accueillant et en dialoguant avec Iris ici.
Je suis donc heureux d'accueillir Michel Denis-Richard, qui est le gestionnaire du Comité Atlantique sur la francophone. Bien, merci. Donc, bonjour, mon nom est Michel Denis-Richard et je suis le gestionnaire du Comité Atlantique sur l'immigration francophone et c'est avec plaisir que je vais vous faire ma présentation ce matin en français. Donc, ma présentation d'aujourd'hui est divisée en 5 sections. Donc, il va y avoir une courte introduction pour par la suite vous parler un peu de la diversification et les différentes sources de financement auxquelles on peut envisager. Et aussi, on va discuter un peu de la façon de se préparer pour des futures arrivées à grande échelle. Par la suite, on va parler du renforcement de la communication bidirectionnelle avec IRCC et comprendre son orientation pour par la suite vous faire une courte conclusion. Donc, j'aimerais préciser que ma présentation est réalisée en fonction des réalités et des spécificités des communautés francophones en situation minoritaire du Canada atlantique. Donc, je vais vous parler un peu des constats, des enjeux, mais aussi des solutions proposées. Donc, le Comité atlantique sur l'immigration francophone, sous l'égide de la Société nationale de l'Acadie, œuvre depuis plusieurs années à renforcer la vitalité et la pérennité des communautés francophones en Atlantique. Donc, suite aux défis démographiques, aux besoins accrus de main-d'œuvre et aux objectifs de la loi sur les langues officielles, l'immigration francophone a devenu un levier incontournable pour préserver l'avenir de nos collectivités et préserver le patrimoine culturel et linguistique des communautés francophones en situation minoritaire. Donc, le Comité atlantique sur l'immigration francophone sert de mécanisme de concertation régionale qui regroupe les intervenants en immigration francophone de l'Atlantique tels que les réseaux en développement économique et employabilité, les réseaux en immigration francophone, les 4 gouvernements provinciaux de l'Atlantique et les directions nationales telles que le Commissariat aux langues officielles et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. Donc, je vais vous présenter 3 axes prioritaires. Donc, au niveau de la diversification des sources de financement, l'anticipation de l'arrivée de cohortes de plus grande importance de nouveaux arrivants dans nos communautés francophones en situation minoritaire et aussi de mécanismes pour instaurer un dialogue un peu plus renforcé et bidirectionnel avec IRCC. Donc, au niveau de la diversification et ou diversifier les sources de financement, un constat actuel, c'est qu'une forte dépendance aux programmes fédéraux, notamment à travers des ententes avec IRCC, existe actuellement au sein des fournisseurs de services francophones. Donc, les enjeux, c'est cette dépendance limite l'agilité des organismes communautaires et leur capacité à développer des services adaptés et innovants. Donc, au niveau des solutions proposées, on peut envisager l'exploration de partenariats avec des provinces ou des municipalités afin de cofinancer des initiatives locales. Donc, par exemple, si on regarde la ville de Dieppe au Nouveau-Brunswick, le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick a créé un partenariat avec la municipalité de Dieppe pour cofinancer des projets d'intégration interculturelle tels que des festivals et des activités au niveau de la multiculturelle. Donc, ce modèle pourrait être élargi à d'autres villes comme à Charlottetown ou même à Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador. Au niveau de l'approche, le secteur privé devrait avoir une plus grande place aussi
pour soutenir les initiatives de recrutement et d'intégration. Des employeurs en soins de santé et en construction en Nouvelle-Écosse investissent déjà dans des programmes de formation linguistique pour attirer et retenir du personnel francophone. Donc, comme vous le savez, les rapports de recherche ou les recherches qui ont été réalisées souvent nous démontrent que la maîtrise de la langue anglaise a un impact sur la rétention des nouveaux arrivants au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Donc, au niveau du développement de projets avec des bailleurs de fonds philanthropiques et internationaux, il y a des fondations qui existent telles que la Fondation Michael Jean ou même la Fondation nationale de l'Acadie et des organisations internationales telles que l'Organisation internationale de la francophonie qui fournissent des services qui pourraient déposer des projets régionaux et collectifs dans le domaine de l'inclusion et de l'éducation. Donc, au niveau de la mise en place de mécanismes de mutualisation financière au niveau régional pour soutenir des petites organisations francophones, il y a la création d'un fonds atlantique qui pourrait être réalisé. Donc, par exemple, au niveau du Comité atlantique sur l'immigration francophone, certaines initiatives sont réalisées et menées en partenariat et en collaboration avec les 4 provinces de l'Atlantique. Donc, ça nous permet d'aller chercher des fonds pour renforcer nos initiatives au niveau régional. Donc, au niveau de la préparation des communautés francophones en situation minoritaire pour des arrivées à plus grande échelle, comme vous l'avez constaté dans le nouveau plan de niveau en immigration, le taux d'immigrants francophones a quand même resté assez élevé. Donc, il faut quand même voir plus haut. Il faut quand même voir plus haut pour essayer de se rattraper en fonction des défis liés à la croissance démographique. Donc, le Canada prévoit d'accueillir des nouveaux arrivants et une partie de ces arrivées sera orientée vers les communautés francophones en situation minoritaire. Parmi les défis, c'est la capacité de l'accueil, le logement, les services d'établissement, les soins de santé, l'éducation et l'intégration dans les milieux ruraux et francophones minoritaires et prévention de la fuite vers les grands centres urbains auxquels on constate qu'il y a toujours un défi en fonction des nouveaux arrivants francophones de nos petites communautés. Donc, au niveau des actions proposées, il y a le renforcement ou de renforcer la planification régionale concertée avec les municipalités, les provinces et les partenaires communautaires. Comme par exemple, des logements communautaires. Si on regarde, on peut donner comme par exemple, l'île du Prince-Édouard pourrait développer des coopératives d'habitation francophone qui pourraient être créées en partenariat avec des employeurs. Au niveau du développement de modèles innovants d'accueil dans les régions rurales, logements communautaires, partenariat avec employeurs. Il y a aussi un modèle à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, où les employeurs forestiers travaillent avec les écoles francophones pour attirer des familles qui illustrent une synergie qui pourrait être reproduite dans d'autres régions. Donc, au niveau de la préparation des systèmes d'éducation et de garde d'enfants francophones à accueillir des nouvelles cohortes, il y a le Conseil scolaire acadien provincial en Nouvelle-Écosse qui prépare déjà des classes d'accueil pour enfants nouvellement arrivés, une bonne pratique à élargir. Donc, un autre constat, c'est que dans nos communautés francophones en situation minoritaire, souvent, les nouveaux arrivants sont allophones ou anglophones. Donc, un rôle important pour les communautés francophones, c'est de franciser ces nouveaux arrivants-là pour les encourager à intégrer leurs enfants dans les écoles francophones. Donc, au niveau du pré-départ, il a misé sur des stratégies de rétention et de sentiment d'appartenance dès le pré-départ,
comme par exemple le projet Vivre en Acadie, mais également le projet Connexion francophone qui est géré par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et qui pourrait être renforcé là, avec plus de webinaires en fonction de la préparation des familles avant leur arrivée. Donc, le troisième axe, c'est le renforcement de la communication bidirectionnelle avec IRCC et comprendre son orientation. Donc, un constat, c'est que IRCC demeure le principal bailleur et oriente les politiques, mais les communautés francophones doivent mieux faire entendre leur voix et partager leur réalité de terrain. Les objectifs, c'est de développer un mécanisme de dialogue régulier et structuré entre IRCC, les fournisseurs de services francophones et les organismes communautaires, assurer une meilleure circulation de l'information sur les orientations stratégiques d'IRCC et finalement, valoriser les données régionales et le succès du terrain pour influencer les politiques et les programmes. Par exemple, la SNA a réalisé un projet de recherche qui a été mené par l'Université de Saint-Anne en Nouvelle-Écosse sur les conditions de travail des femmes immigrantes en Atlantique qui permet là, d'avoir des données pour développer des nouvelles politiques ou des nouveaux programmes en faveur de l'immigration. Donc, au niveau des approches, il y aurait d'instituer des rencontres bilatérales trimestrielles ou les renforcer. Donc, il y a une mise en place de tables trimestrielles d'IRCC avec les fournisseurs de services pour discuter de la mise en œuvre des nouvelles ententes. Donc, il faudrait juste s'assurer que ces tables trimestrielles ou ces réunions trimestrielles continuent à être présentes. Au niveau de la production de notes politiques publiques, partagées, validées par les partenaires communautaires, on parle souvent des données régionales. Donc, les provinces de l'Atlantique ont quand même des statistiques probantes sur la rétention des immigrants francophones en milieu rural et ces données peuvent nourrir les décisions sur le plan fédéral. Et, entre autres, notamment la création de canaux numériques, donc renforcer tout l'aspect numérique avec des nouveaux outils de communication, des plateformes d'échange qui permettraient d'avoir des genres de tableaux de bord partagés entre IRCC et les fournisseurs de services francophones. Donc, l'objectif aussi, au niveau de cette communication, c'est de parler d'une même voix sur le plan national. Oups, désolé. Hein? Donc, la conclusion. Donc, préparer l'avenir de l'immigration francophone en Atlantique exige une approche proactive, collaborative et novatrice. En diversifiant le financement et anticipant l'accueil de nouvelles vagues migratoires et en consolidant un dialogue franc et continu avec IRCC, nos communautés se donneront les moyens de bâtir une francophonie atlantique forte, inclusive et durable. Donc, le CAIF continue à se positionner comme catalyseur et coordinateur de cette démarche dans un esprit de partenariat et de gouvernance par et pour les francophones. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Michel pour cette excellente présentation et de partager et de rappeler qu'on pourrait avoir d'autres sources de financement et de partager de petites solutions pour ça, mais aussi que c'est très important d'avoir et d'instaurer des mécanismes de communication bidirectionnelle avec IRCC. Maintenant, place à nos
deux présentatrices qui vont présenter ensemble. Lisa Villeneuve, qui est la directrice de Lisa Villeneuve Consulting, et Cathy Mann, présidente de Fundraising Lab. Lisa et Cathy, bienvenue. Bonjour de la part de App et Lisa. Cathy et moi travaillons avec des communautés et des organismes sans but lucratif. J'aide les gens à développer des stratégies qui répondent aux priorités de leur communauté. Et Cathy aide les gens à obtenir du financement de ces idées. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent un énorme écart entre ces deux processus. Ils peuvent être très cloisonnés. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'expérimenter en les réunissant de façon plus intégrée. Nous avons concevez et mettez en œuvre vos plans communautaires. Nous voulions vous présenter cet outil que nous avons créé. Ça s'appelle la boussole de la collaboration. C'est un outil qui peut vous aider dans votre conception de solutions collaboratives et aussi en réfléchissant à la façon de débloquer des ressources pour obtenir du financement de ces solutions. Je ne vais pas t'encourager. Mais on va t'encourager à faire ça. Pensez à intégration collecte de fonds comme partie de ta solution. Pas comme une pensée de dernière minute. Secondaire. Une fois que tu as eu de bonnes idées. Je suis désolé que nous n'ayons pas traduit l'outil à l'avance. Est disponible si vous souhaitez nous envoyer un email par la suite, où nous pouvons partager ça avec les organisateurs de la conférence et le partager plus largement. Ainsi. Lips and Rifts travaille avec beaucoup de complexité sur des enjeux qui ne peuvent être résolus par aucune organisation, communauté ou individu seul. Mais un défi que nous rencontrons en travaillant avec la complexité, c'est de pouvoir s'accrocher à la vision d'ensemble. Donc, notre secteur sait comment créer d'excellents programmes concrets et utiles qui répondent aux besoins immédiats et continus. Et nous devons aussi être capables de répondre aux conditions sous-jacentes qui perpétuent ces besoins. Cela exige des solutions audacieuses et collaboratives ainsi qu'une collecte de fonds collaborative. Nous pensons que les failles et les lèvres, conçus spécialement pour les réseaux audacieux. Les réseaux ont cette capacité vraiment unique à relever de grands défis parce qu'ils perturbent la rareté. Ils sont composés de relations et de ressources comme des idées, de la créativité, l'argent, qui inclut les gens autour de la table, mais tous les réseaux dont ces personnes font partie, et ainsi de suite. Donc, en tant que réseau, vous avez la capacité de puiser dans cette abondance alors que vous travaillez à changer les systèmes dans vos communautés. Donc, la première étape de cet outil dans ce processus est de faire remonter les pressions à la surface. Concevoir dans son contexte, en comprenant vraiment la vue d'ensemble. Je pense que c'est essentiel pour la prévoyance stratégique afin de vraiment comprendre le monde dans lequel nous vivons. Comment cela impacte nos communautés et comment il est probable que cela continue de le faire. Cela vous incite donc à réfléchir stratégiquement avec vos partenaires. Et le financement sera toujours au premier plan. Mais si on ne pense qu'au financement, on peut passer à côté de certains autres problèmes systémiques qui affectent notre travail. Comme le sentiment anti-immigration, les effets des bouleversements géopolitiques sur la politique gouvernementale dans nos communautés, mais aussi les opportunités cachées qui pourraient s'y trouver. Comme comment on peut parler des forces des nouveaux arrivants et des immigrants dans nos communautés, et comment leur contribution contribue en fait à façonner et transformer des façons positives d'être. Nous pouvons chercher des innovations qui se produisent dans d'autres communautés et qui peuvent être adaptées ou développées dans la nôtre. Avec une image claire de ces grandes pressions et opportunités cachées. L'étape suivante dans cette boussole collaborative est d'identifier les priorités sur lesquelles vous souhaitez travailler. Et des résultats communs. Donc vous aurez besoin de personnes dans votre réseau qui ont de l'influence sur la planification et les décisions liées à ces résultats. Et quand vous considérez qui peut influencer le changement dans votre communauté, il est important de penser aux donateurs et bailleurs de fonds qui se soucient de ces enjeux dans le cadre de votre réseau. De trouver des collecteurs de fonds qui comprennent vraiment ce genre de travail. Invitez-les tôt afin qu'ils puissent participer à la recherche de solutions. La façon dont nous travaillons ensemble.
c'est que je fais appel à Cathy comme conseillère alors que nous élaborons des plans stratégiques et des réponses communautaires pour qu'elle puisse nous aider à réfléchir à la façon dont nous pouvons financer ces idées. Fonctionne vraiment le mieux, comme elle nous l'a appris, quand on a une vision audacieuse du changement et quelque chose dans lequel les donateurs voudront vraiment s'appliquer. La collecte de fonds est alimentée par une vision audacieuse et un leadership collaboratif courageux. Donc c'est vraiment utile si vous mettez en place des stratégies qui améliorent la vie des immigrants, qui enthousiasment aussi les partisans et attirent des investissements. J'ai travaillé avec quelques organisations au cours de la dernière année où j'ai découvert à quel point les donateurs et les bailleurs de fonds sont vraiment intéressés par ce genre de solution. Par exemple, dans un d'eux avec qui je faisais des entrevues. Et ils ont dit, « Vous savez, nous aimerions vraiment que cette organisation vienne nous voir avec des idées audacieuses, innovantes et des résultats clairs. Quelque chose qu'ils veulent essayer. Une nouvelle pratique. Quelque chose qu'ils veulent innover. Et nous voudrions vraiment investir là-dedans. Cela me donnerait quelque chose à présenter aux décideurs de mon ministère. » On s'enthousiasmait à ce sujet. Nous serions encore plus enthousiastes si plusieurs d'entre eux se rassemblaient et proposaient des solutions collectives et connectées. Dans une autre petite municipalité où j'ai travaillé ici en Nouvelle-Écosse. J'interviewais le gouvernement municipal et ils ont dit qu'ils aimeraient vraiment que des organisations locales viennent nous voir avec des projets collaboratifs sur lesquels nous pourrions travailler ensemble et sur lesquels nous pourrions collaborer pour obtenir des subventions et des demandes plus importantes. Parce qu'il y a des opportunités, disait-il, pour les gouvernements municipaux quand on s'associe à des organismes sans but lucratif et des organisations. Ça m'a donc fait réfléchir différemment sur la façon dont nous pouvons engager les gens et sur qui peut être à la table pour nous aider à réfléchir à des solutions audacieuses. Je vais passer la parole à Cathy, qui va partager un autre exemple et qui va parler de la façon de collecter des fonds pour avoir un impact. D'accord. Peux-tu dire qu'on n'avait pas accès aux imprimantes? C'est pour ça qu'on a tous les deux nos ordinateurs ici. D'accord. Je suis ici pour te donner des exemples réels et pour vraiment rendre ça réaliste pour toi. Je pense que la première chose que je veux dire, c'est que le gouvernement sera toujours votre plus grand financeur. Philanthropique. Le monde dans lequel je vis ne remplacera pas le financement gouvernemental, mais il peut l'enrichir. Le secret en philanthropie, c'est de traduire la complexité dans laquelle on travaille dans des messages simples. C'est ce que je fais tout le temps. Je pense que je suis en fait traducteur dans mon rôle. Je veux vous donner un exemple de quelque chose. À Calgary, au milieu des années 2000, il y avait un plan de 10 ans pour mettre fin à l'itinérance. Un grand objectif audacieux et poilu. 150 organisations se sont réunies pour travailler en lien avec l'itinérance. Chacun faisait sa propre chose, mais c'était collaboratif et intégré. Puis ils se sont dit, il pourrait y avoir une occasion de récolter des fonds ici. Alors ils ont engagé des collecteurs de fonds. Et 4 organisations se sont réunies pour trouver comment amasser des fonds ensemble. L'un des éléments fondamentaux de la collecte de fonds est un document appelé déclaration de cas. C'est le document qui expose le pourquoi de ce que vous faites et qui est énuméré dans un langage convaincant. Donc les donateurs voudront s'impliquer ou s'inspirer à participer. Ils ont donc rédigé une déclaration de cas. Dossier. Ils sont allés parler à certains donateurs. 100% des donateurs ont dit que c'était trop complexe. Ne comprends pas comment mon don va faire une différence dans ce plan. Ils doivent donc retourner à la table et réfléchir à comment simplifier cette chose très complexe en messages simples. Le dénominateur commun pour les organisations qui participaient à la campagne de financement était qu'elles allaient toutes construire des logements. La campagne de financement est devenue une campagne de financement de 120 millions de dollars pour construire 5000 unités de logement. Ils sont retournés aux donateurs avec ça. Les donateurs commencent, prenez ça. Dans combien de maisons puis-je investir avec mes 5 millions, 10 millions ou 100 000 dollars? Donc, la leçon est que vous devez traduire la complexité de votre travail en messages simples, compréhensibles et captivants. L'autre chose que je vois, c'est, comment je m'en sors pour le temps que j'ai là, ma sœur? Oh super. D'accord. L'autre chose que je vois. Remarque, c'est que c'est vraiment difficile de voir les arbres pour la forêt quand on travaille dans des activités. Donc, ce que je veux partager maintenant, c'est un exemple de la façon dont la collecte de fonds fonctionne un peu avec la prestation des programmes. Donc, j'ai travaillé avec une organisation qui, cela dit, son rôle dans la communauté était de faciliter les relations. Donc c'était un peu un réseau, un peu comme ça. Organisation et moi n'arrêtaient pas de dire que je ne pouvais pas amasser d'argent pour vous aider à faciliter des relations parce que les donateurs ne comprennent pas ce que ça signifie.
mais après avoir travaillé avec eux un certain temps, j'ai vu que faciliter les relations signifiait vraiment qu'ils construisaient des stratégies. Donc ils avaient une stratégie pour engager les jeunes, une stratégie pour travailler avec les aînés, une stratégie pour travailler avec les nouveaux venus, et une des stratégies que j'ai remarquées, c'est celle-ci. C'était une communauté de banlieue intérieure à l'extérieur de Toronto et ils ont dit que vous avez une stratégie verte. Vous avez un jardin communautaire. Tu as un programme assis à table. Nous travaillons avec des enfants. Tu leur apprends à recycler. Ils avaient toutes ces choses vertes et ils refusaient de reconnaître qu'ils avaient une stratégie verte et... Je suis allé rédiger une proposition, trouver un donateur, je l'ai amené. Je savais qu'ils se souciaient de l'environnement. Je l'ai amené. J'ai lancé la ligne droite verte. C'est ce qui l'importait. Il ne l'importait pas. C'était une corporation que la corporation n'avait pas vraiment comme priorité. Sur les nouveaux arrivants ou l'immigration. Mais il se souciait des affaires vertes. Stuff. Verte. Alors j'ai amassé 75 000 $ pour eux pour une stratégie qu'ils ne pensaient même pas avoir. Voilà ce qui arrive avec la collecte de fonds et la programmation. En tant que personne qui a travaillé longtemps dans le changement social et les changements systémiques, je peux aider à faire le lien entre ce que vous faites et comment les bailleurs de fonds pourraient s'y rapporter. Donc je pense que la leçon à retenir, c'est que parfois, il faut quelqu'un en dehors de son organisation ou de son système pour voir différentes possibilités en matière de financement. D'accord. Peux-tu passer à la diapositive suivante? Collecte de fonds pour l'impact? Je veux juste partager un peu de contexte ici. OK. Compris. De façon générale. Je l'ai déjà dit. Le gouvernement sera votre plus grand financeur. Alors laissez-moi vous donner un aperçu du monde de la philanthropie dans lequel je vis. Les donateurs individuels ont donné environ 13 milliards de dollars ces dernières années. Nous avons des données pour des fondations. On donné 9,9 milliards, les entreprises environ 2 milliards et demi. Donc, si vous connaissez ces ratios, par où commencer? Parce que c'est la question qu'on me pose toujours. Une fois que tu as la grande vision audacieuse dont Lisa a parlé et que tu as créé la déclaration de dossier dont j'ai parlé, vous pouvez commencer à parler avec des donateurs potentiels. Alors comment déterminer à qui parler? Eh bien, d'abord, vous faites un exercice de cartographie et dans la collecte de fonds, nous examinons les liens, les intérêts et les capacités. Avez-vous un lien avec cette personne? Avez-vous une relation avec quelqu'un qui pourrait présenter vous à cette personne? Rencontrez cette personne? Est-ce qu'ils s'intéressaient à votre cause et ont-ils la capacité de faire un gros don? Donc 3 sur 3. C'est idéal. Ça veut dire que tu peux trouver comment aller leur parler 2 fois sur 3. Mais ça pourrait quand même marcher. 1 sur 3. Probablement qu'ils ne sont pas un bon donneur potentiel pour toi. Alors, dans votre monde, connaissez-vous de nouveaux Canadiens ou immigrants qui ont accumulé de la richesse? Donc, qui les connaît? Comment pouvez-vous les approcher, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que dirigeant d'une entreprise? Les syndicats ont tous des fonds pour la justice sociale. Ils adoreraient le genre de travail que vous faites. Alors qui connais-tu? Qui travaille dans un syndicat? Et ne vous contentez pas de dire « Eh, je connais les syndicats, c'est une bonne opportunité. » Qui sait? Qui travaille dans un syndicat? Qui pourrait t'aider à naviguer en Averne pour atteindre les personnes responsables de donner de l'argent? Tout tourne autour des relations et c'est un processus lent. Finalement, Michel a parlé des fondations. J'adore un bon programme de fondation parce qu'on peut faire de la recherche sur un outil comme Grant Connect, qui est un outil offert par Imagine Canada. La plupart des bibliothèques ont des abonnements si vous n'en avez pas les moyens. Vous entrez une recherche par mots-clés. Vous pouvez découper géographiquement. Et on vous donne une liste de bailleurs de fonds potentiels. Ensuite, vous commencez votre lien, votre intérêt et votre capacité. Est-ce que j'ai un lien vers eux? Comment puis-je les joindre? Peut-être que c'est un processus de candidature. Peut-être que c'est via une relation. Bon, revenons à Lisa. D'accord. En conclusion, cet outil, cette boussole de collaboration est conçue pour vous aider à concevoir et alimenter des solutions collaboratives audacieuses. Donc quelques enseignements sont pour engager les personnes qui peuvent influencer un changement durable dans vos systèmes communautaires. Et vraiment réfléchir aux financeurs, donateurs et collecteurs de fonds dans la solution. Engagez les taux et réimaginez qui pourraient être vos donateurs. Ce pourraient être des gens qui sont là. Ou ces personnes à la table pourraient les connaître ou faciliter ce genre de connexion et travailler avec elles pendant que vous faites concrétiser vos idées audacieuses. Si vous souhaitez des copies du courriel, comme je l'ai dit, nous les aurons bientôt disponibles par courriel ou nous les partagerons avec les organisateurs. Merci. Merci Lisa et Cathy.
J'apprécie vraiment l'image d'une boussole. Vous savez, c'est un domaine qui, je pense, pour beaucoup d'entre nous, à élargir la façon dont on finance les lèvres et les AVF et l'idée d'avoir une boussole dans la boîte à outils. Je trouve ça rassurant. Pendant qu'on regarde les arbres dans la forêt, je vais le transmettre à notre prochain présentateur, pour nous parler des opérations, de la planification de la relève et se préparer aux éventuels changements de personnel et comment nous procédons pour bâtir des réseaux solides et résilients, malgré tout. Le roulement du personnel que nous pourrions rencontrer. Alors je suis heureux d'accueillir Emmanuel Naïmana qui est directeur exécutif associé de la Fédération acadienne de la Nouvelle-ICO. Vous voyez que je prends mon temps à garder mon rôle au sérieux et j'apprécie mon coprésident là-bas. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être venu ici chez nous à Halifax. J'espère que vous avez eu un très bon séjour. Alors, moi, je vais vous partager mon sujet, c'est le relais de la confiance et planifier la relève, assurer la continuité des RIF et des plis. Alors, je travaille à la Fédération acadienne. Pour les personnes qui ne connaissent pas la Fédération acadienne, c'est vraiment le porte-parole officiel des Acadiens et des francophones qui sont ici en Nouvelle-Écosse. Et son mandat, c'est de vraiment s'assurer que les communautés francophones obtiennent des services, s'assurer le développement, s'assurer aussi de l'épanouissement des Acadiens et des francophones. La FAN existe déjà depuis 1968, donc plus de 57 ans. Bien avant que je naisse, mais je ne vais pas vous donner combien d'années avant parce que vous allez deviner mon âge. Elle est dans plusieurs secteurs vraiment de la vie en Nouvelle-Écosse, que ce soit l'éducation, l'économie, ainsi de suite. Mais la FAN aussi gère un projet de l'immigration francophone qui est très, très, très important pour la Fédération parce que la Fédération considère l'inclusion, la diversité comme un dossier très important pour la vitalité que ma collègue Denis a mentionné. D'ailleurs, la FAN est un membre de la Société nationale de l'Acadie. Alors, pour ce dossier de l'immigration francophone, la FAN collabore avec d'autres partenaires. D'ailleurs, on est très content d'avoir deux communautés accueillantes qui sont ici représentées d'ailleurs par ma collègue Betty Anne Cormien, qui est, voilà, elle est là. C'est la coordinatrice de la communauté accueillante de Chatican avec la Société Saint-Pierre. Aussi, il y a aussi notre communauté francophone accueillante, c'est ACLAR. Je ne sais pas si Marcel Sornier est là aussi. C'est la première qui a commencé ici en Nouvelle-Écosse. Et finalement, il y a notre coordinatrice du réseau en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse, Barak Nazari, qui doit être quelque part avec ses collègues. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre contribution avant que je commence. Donc, qui parmi vous a déjà vécu un départ soudain au sein de son équipe? Un départ tout de suite là, imprévu. Certainement, vous avez vécu. Je vois beaucoup de... Moi aussi, j'en ai vécu. Et ces départs-là, qui sont soudains, et ça peut être une perte énorme pour l'organisme si on ne sait pas gérer. Et puis, comme vous le savez, pour qu'un nouvel employé soit capable de s'approprier vraiment de son mandat, le mandat de l'organisme, ça peut prendre plusieurs années. Hein. Je me rappelle une fois, je venais d'accepter le poste du réseau en immigration francophone et de service d'établissement à la Fédération. Et je croisais la directrice générale à l'époque de Heinzen qui m'a dit « Emmanuel, ça va? Je venais de passer 2 ans. » Et puis elle m'a dit « Est-ce que ça va? Tu es déjà habitué? » J'ai dit « Oui. »
je maîtrise maintenant. Mais franchement, après quelques années, j'ai compris, j'avais pas encore maîtrisé. Donc, pour vous dire que le départ ou l'arrivée soudain d'un employé, ça peut être un défi. Alors, pendant que je préparais cette présentation, je me suis dit, je crois qu'il y a une personne qui devait être idéale pour faire cette présentation. Et vous savez c'est qui? Je l'ai croisé ce matin. C'est un directeur du réseau en immigration francophone du centre, sud, ouest de l'Ontario. C'est Alain Dobie. Je pense que Alain. Pourquoi je dis ça? C'est que quand j'ai accepté vraiment le poste à la direction de l'immigration francophone, j'ai su comment aller chercher une personne clé au sein des réseaux. Et c'était vraiment Alain. Et puis, il fait partie des premières personnes qui ont commencé les RIF ici au Canada. Donc, chapeau Alain pour tout ce que tu fais. Et c'est Alain alors qui m'a formé vraiment. Tout ce que je vous parle ici, j'ai pas fait des études. C'est ce que j'ai appris de Alain, de vous autres, de tout le monde. Donc, c'est vraiment, ça va être un partage. Donc, Alain, on l'appelle le doyen. Alain, aujourd'hui, je suis dans tes syllabus, hein. Alors, pour continuer, l'objectif vraiment, c'est, comme vous le savez, les RIF et les plis se reposent vraiment sur les ressources humaines. Et c'est inévitable d'avoir c'est tout à fait normal d'avoir des départs, n'est-ce pas? Mais ces départs-là ont toujours des enjeux. Des enjeux comme la perte de mémoire organisationnelle, des pressions qui sont sur les employés. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger vraiment de nos expériences, comment est-ce que on peut préparer les structures à la transition pour vraiment permettre à nos RIF et plis de continuer à fonctionner correctement. Alors, la continuité des opérations, c'est vraiment une occasion pas simplement de garder les choses en marche, mais il s'agit vraiment de préserver la mémoire collective et de s'assurer que le travail puisse se poursuivre et peu importe vraiment le changement de l'équipe, parce que c'est inévitable, encore une fois, de ne pas avoir de départ. Alors, on va permettre cela par formaliser nos processus et nos outils. Il faut créer des outils et tant que les pratiques ne sont pas écrites, parce que ça se peut qu'on a beaucoup mis en place des outils, des documents, des formulaires de rapports, mais aussi longtemps que ça reste vraiment verbal, là, que vous ne le mettez pas sur l'écrit, ça peut pas aider à la relève. Donc, il faut donc documenter les processus, les modèles de rapport, les suivis des partenaires, et puis avoir toute une liste de partenaires pour que la nouvelle personne qui va venir trouve les documents sur place. Donc, c'est comme ça qu'on peut transformer les savoirs individuels en actions organisationnelles. Et c'est vraiment une façon de créer la stabilité et une cohérence et qui rassure toute l'équipe et surtout en période de transition. Donc, c'est créer une véritable culture de partage et de transparence au sein de vos RIF et de vos plis. Trop souvent,
l'information circule par fragmentation, par habitude, mais ça ne peut pas aider beaucoup si ce n'est pas sur l'écrit. Donc, quand on favorise le transfert de connaissances et le mentorat, par exemple, la communication ouverte, on renforce la confiance et on prépare naturellement la relève. Donc, également, la planification de relève, c'est quand vous savez vraiment que vous allez, c'est pas seulement quand vous allez quitter, c'est un travail que vous devez commencer à faire au jour, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que vous pouvez quitter le poste. Donc, il faut identifier les postes critiques. Il faut aussi les postes critiques, mais aussi les compétences au sein de l'équipe. Et puis, favoriser la formation en mentorat. En résumé, pour ces deux points-là, je dirais que la continuité ne dépend pas seulement de personnes, mais de la façon dont l'organisme apprend, partage et transmet. C'est le relais de la confiance. Et puis, il y a aussi la préparation au roulement. Il faut accepter qu'il y a des changements qui sont tout à fait un moteur d'amélioration aussi. Et puis, le roulement fait partie de la vie de nos organismes aujourd'hui. Ce n'est pas une crise à gérer comme une catastrophe s'il y a quelqu'un qui part, mais c'est seulement une transition qu'il faut bien préparer. Et quand ça se fait très bien, c'est une occasion aussi de renouveau au sein de vos LIP et PRI. Donc, accueillir et intégrer de façon structurée, c'est une nouvelle. Si par exemple, vous avez une nouvelle personne qui arrive au sein de votre équipe, souvent, cette personne arrive sans vraiment de repères clairs. Donc, il faut avoir une trousse d'accueil. Vous le faites déjà pour les nouveaux arrivants, mais il faut aussi le faire pour vos employés ou vos collègues, et faire une sorte de jumelage avec des collègues qui ont beaucoup plus d'expérience, mais aussi faire un suivi pendant les premières semaines. C'est ça que je peux appeler une intégration bien pensée. C'est une transition fluide du relais et une preuve de respect. Donc, il faut aussi penser au bien-être et la reconnaissance au travail, parce que c'est très important de créer un environnement sain et valorisant. Ça peut réduire aussi le roulement du personnel. Ça peut maintenir la motivation et attirer aussi de nouvelles personnes au sein de votre équipe. En somme, je dirais que préparer le roulement, c'est à la fois accueillir le changement et prendre soin de celles et ceux qui le vivent. C'est ça une organisation résiliente et humaine. Alors, c'est ça qui permet que vous créez une sorte de confiance au sein de votre équipe, au sein de la personne qui arrive au sein de votre équipe. Si la personne trouve qu'il y a une très bonne ambiance, l'organisme a créé un environnement sain et aussi qui valorise les employés, mais aussi qui pense au bien-être des employés. Je passe rapidement. Donc, je suis à la conclusion. Je dirais que il faut cultiver vraiment un état d'esprit d'apprentissage continu
et d'adaptation rapide. Nos équipes doivent apprendre à tirer des leçons des défis, à s'ajuster en temps réel et à partager les savoirs et investir aussi dans le relève. C'est vraiment investir dans la durabilité. Donc, assurer la relève, c'est assurer la pérennité de nos organismes. Je vous remercie. Merci Emmanuel de nous avoir rappelé que les défis que nos communautés et nos organismes sont en train de subir et essayer de trouver des solutions, c'est pas que les financements, c'est pas que le manque de ressources, mais c'est aussi assurer la relève dans un contexte où le roulement de personnel est un défi majeur partagé dans les RIF et dans les plis et partout au secteur. Maintenant, place à une vidéo par New Horizon, notre commanditaire pour cette séance. Avant de lancer la vidéo, un petit rappel d'utiliser Slido pour poser les questions, mais aussi pour voter sur les questions de vos collègues. Donc encore une fois, rappel de continuer à ajouter et à mettre des votes positifs dans Slido pendant que vous faites cela. Nous avons une brève vidéo du commanditaire de la plénière d'aujourd'hui, New Horizon Media. New Canadians a été absolument formidable lorsqu'il s'agit de soutenir la communauté. La façon dont New Canadian transmet l'amour et la lumière à la communauté a vraiment eu un impact profond sur ce que nous considérons comme un partenariat local en matière d'immigration et sur ce que nous entendons de la part de la communauté. Ils ont été des soutiens fidèles de Pathways to Prosperity et, en retour, nous nous sentons redevables envers eux pour tout le travail qu'ils accomplissent, pour le travail incroyable qu'ils accomplissent. Obtenir l'histoire sur les contributions des nouveaux venus. Gérard a soutenu notre organisation au fil des ans. Access Employment est heureux de travailler avec de nouveaux Canadiens et je sais que New Canadian a souvent collaboré avec Access. New Canadian a été soutenu au Manitoba où je vis. Et nous avons un bureau de connexion au commerce de détail qui font un travail incroyable en mettant en lumière les histoires des nouveaux arrivants, de l'immigration et du Canada. Ils répandaient toujours tellement de joie à la communauté immigrante des nouveaux arrivants. Ils partagent toujours de l'information. Ils laissent sortir les nouveaux venus. Non, mais les ressources qui leur sont offertes. Et qui augmentent vraiment l'accessibilité possible de ces ressources. Ce qui est crucial pour que les nouveaux arrivants puissent partager comment ils pourraient s'intégrer dans la communauté et sur le marché du travail. Donc c'est formidable. Cette constance et cette continuité du message que les nouveaux Canadiens ont apporté à la télévision, mais aussi aux médias et aux médias sociaux et pour offrir des opportunités à ceux qui n'ont pas cette visibilité ont été présentes. Dans une grande contribution, les nouveaux Canadiens apportent une voix. Pour chaque Canadien, chaque nouveau venu dans ce pays. Et à chaque groupe ethnoculturel, je voudrais souhaiter à Gérard et toute l'équipe de New Canadians. De grandes félicitations sincères. Tu fais un excellent travail et ton travail a un impact phénoménal dans la vie de beaucoup d'un océan à l'autre. Et c'est pour ça que j'aime les nouveaux Canadiens. Et c'est pour ça que j'aime le Canada. Merci encore à New Horizon Media d'avoir parrainé la plénière ce matin. Nous allons passer à Slido maintenant. Nous avons environ 8 minutes pour quelques questions et pour entendre des réponses. Et nous allons d'abord passer à une question pour Lisa et Cathy. Pense que c'est l'OMS qui est ultimement responsable de la recherche de financement diversifié. Le PLI ou le coordonnateur du RIF. À quel point est-il réaliste d'ajouter ses compétences à un poste PLI déjà chargé de multiples responsabilités et généralement sans personnel? Soutien. Oui. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment difficile d'ajouter la collecte de fonds à un emploi à temps plein. La collecte de fonds ne va pas réussir à côté de ton bureau. Je travaille avec beaucoup de clients qui commencent par la collecte de fonds sur le côté de leur bureau et très vite.
ça devient plus de travail que toi. Ce qu'on peut faire, donc j'ai beaucoup de conversations avec des organisations dont ils parlent. Comment passe-t-on de rien à en termes de embaucher une équipe dédiée pour la collecte de fonds? C'est vraiment difficile pour une organisation parce qu'ils doivent trouver l'investissement pour, vous savez, embaucher quelqu'un. Je dirais que les conseils d'administration ont du mal à gérer cet investissement si vous n'avez pas de personnel dédié à la collecte de fonds. Donc, en ce qui concerne votre question, qui devrait le faire? J'ai vu des organisations qui n'ont pas de personnel dédié à la collecte de fonds ou la collecte de fonds est décentralisée. Les gens du programme s'occupent de la rédaction de subventions. Je dirais que oui. Quand vous serez prêt à prendre la collecte de fonds au sérieux, vous devrez trouver comment ajouter une personne du personnel dédié qui ne fait que la collecte de fonds. Et peut-être que je vais juste ajouter à ça, mais je pense qu'un des avantages que vous avez est un comme réseau. Il faut vraiment penser à qui dans votre réseau possède certaines de ces compétences. Donc je ne pense pas que cela doive vraiment dépendre exclusivement du coordonnateur PLI. Mais je travaillais récemment avec un PLI où nous étions en train de planifier. Stratégie de leadership partagée parce que je pense que le coordonnateur se sentait vraiment épuisé, et il y avait beaucoup d'inquiétudes dans toute la table des partenariats sur la façon dont nous allions maintenir l'énergie de cette personne. Et les contributions, et ensemble, ils ont commencé à cartographier ce qui était. Ce sont les choses que seul le coordonnateur de PLI peut faire et ce que les autres personnes du réseau peuvent faire avec un certain soutien du coordonnateur de PLI et je pense que la collecte de fonds en fait partie. Donc ils ont identifié, par exemple, dans leur groupe de travail, au fur et à mesure qu'ils proposent des idées, qu'ils peuvent, vous savez, chercher des ressources où ils peuvent trouver des fonds et demander du soutien au coordonnateur PLI pour organiser ces subventions. Donc, je suppose que ma réponse est que c'est un exemple de comment vraiment exploiter votre réseau. Merci Lisa et Cathy. On a une question, c'est pour Michel, je pense. Si on mobilise des fonds auprès des bailleurs autres que IRCC, est-il possible que ces bailleurs entrent en conflit d'intérêts avec IRCC au niveau des dossiers de l'immigration? Donc, c'est sûr que au niveau des différentes sources de financement, ça peut être un peu délicat parce qu'il faut pas non plus avoir des sources de financement qui se croisent ou au niveau des différentes lignes budgétaires. Faudrait pas, comme par exemple au niveau des repas qui sont offerts pendant une salle, mais on pourrait pas aller chercher le montant d'un bailleur de fonds ou aussi l'autre. Donc, il faut quand même que ça soit très contrôlé. Mais à mon avis, je pense pas qu'il pourrait y avoir nécessairement de conflit d'intérêts si c'est réalisé en bon uniforme avec une entente de contribution, avec des termes de référence et des choses comme ça. Donc, pour moi, ça devrait quand même pouvoir être réalisable. Merci, Michel. Voyons voir, Michel. On va maintenant passer à ce qui n'est pas une petite question pour Mitch. Quelle est la première étape que Lips and Riffs devrait faire dans la décolonisation, Mitch? D'abord décoloniser ton propre esprit. Reconnaissant. Les angles morts, c'est-à-dire inhérents à notre éducation culturelle. Et je pense que ce processus commence par l'humilité, car nous n'avons évidemment pas toutes les réponses si on regarde notre société. C'est le cas, je pense. Une véritable exploration de ce qui vous valorise. Les cultures autochtones, Quelque chose d'autre que j'ai appris au fil des ans pour une raison ou une autre. Les intentions semblent compter plus que ça. Donc, quand on commence à bâtir une relation avec des peuples autochtones ou des organisations autochtones, il faut s'assurer que ces intentions sont bien placées. Et c'est un peu le début de comment bâtir ces relations et, oui, c'est l'humilité. Et juste reconnaître. Tu sais, je pense qu'il y a un. L'univers est un peu drôle.
Cela semble aimer l'ironie et que les problèmes que notre société a créés, les réponses à cela se trouvent dans les cultures que nous avons essayé de détruire ici. Il me semble que c'est quelque chose que ça a du sens. Nos déficits sont les surplus des autres. Et vice versa. Alors, aborde ça avec cette humilité, décolonise ton propre esprit et choisis tes intentions. Merci, Mitch. Une question pour Emmanuel. Elle est posée en anglais, donc je vais la poser en anglais après essayer de traduire. Donc, Perspective sur la planification de la relève lorsque vous êtes en équipe d'un documentaire. donc Emmanuel, pensez-vous avoir des idées de planifier la relève quand vous êtes la seule personne dans l'équipe? Ouais. On a vu tout à l'heure que c'est inévitable d'avoir le roulement du personnel. Même si vous êtes une seule personne au sein de votre équipe, si je peux dire comme ça, c'est vraiment planifier aussi la relève parce que vous pouvez quitter d'un moment à l'autre. Alors, je pourrais dire que la bonne pratique, il faut être un exemple, exactement, et créer des documents et des outils aussi et faire, par exemple, les inventaires du matériel, faire des vidéos, des modèles de rapports, de manière que quand vous quittez, vous laissez vraiment ce que je peux appeler comme un patrimoine de votre organisme, et pour que la prochaine personne puisse trouver vraiment la facilité à continuer le travail. Vraiment, la logique, c'est permettre tout le temps la continuité des services. Il ne faut pas que vous partez et l'autre personne va avoir la misère à se retrouver, elle va reprendre encore une fois le travail peut-être qui a été fait. Moi, je peux vous partager un exemple, un très bon exemple. D'ailleurs, j'en profite vraiment pour remercier tout le monde parce que j'ai appris aussi avec vous toutes et tous. Et quand j'ai pris la position à Immigration francophone, j'étais la troisième personne. Et j'ai trouvé vraiment des documents qui étaient là. Je pense que ça m'a aidé beaucoup à faire le travail. Et imaginez que la première personne avait fait les consultations au sein de toutes les régions acadiennes pour sonder vraiment l'idée de l'immigration francophone en Nouvelle-Écosse. Ça venait de commencer en 2005-2006. J'ai trouvé alors des petites cassettes qui ont été enregistrées avec des transcriptions. Et j'ai pris le temps de lire tous ces documents-là. Alors, aujourd'hui, quelqu'un qui m'a remplacé pourra encore trouver toujours ces petites cassettes et écouter qu'est-ce qui s'est passé depuis 2006 et qu'est-ce qui a fait qu'on ait un succès aujourd'hui à Immigration francophone en Nouvelle-Écosse. Parce que à l'époque, il y avait très, très peu d'immigrants francophones. Maintenant, on est rendu dans certaines écoles, on a plus de 62 nationalités. Donc, ces petites cassettes-là sont considérées comme des patrimoines où chaque personne pourra voir, au début, voilà comment la population de la Nouvelle-Écosse concevait vraiment l'idée de l'immigration. Ce sont des petits exemples comme ça qu'il faut toujours garder, qui sont comme des patrimoines de votre organisme. Je ne sais pas si j'ai donné plus de détails. Merci. On vient à la fin de cette séance plénière pleine d'informations, pleine de pistes de solutions, mais aussi pleine d'espoir face à tous ces défis-là. Je tiens à remercier tous et toutes nos panélistes, Emmanuel, Michel, Mitch, Lisa et Cathy. Je remercie encore une fois notre commanditaire New Horizons Media. Et puis, un rappel que on aura maintenant une pause café, donc profitez-en bien. Et puis, à 11h30, rappelez-vous de vous diriger vers la salle de l'atelier que vous avez choisi. Et merci encore.
Merci à vous tous pour votre attention, à tous nos panélistes pour vos paroles ce matin. Nous sommes à l'heure de changer de salle avec le prochain atelier qui commence à 11h30. Alors j'espère que cela vous donnera le temps de vous connecter et de discuter, et je sais qu'il y avait plus de questions à Slido. Dans Slido, mais j'espère que vous aurez le temps d'en discuter avec les panélistes tout au long de la journée. Merci à tous.